Hello tout le monde, on était déjà en train de papoter un petit peu avec, enfin je papotais surtout toute seule, mais je m'adressais quand même aux personnes qui sont avec nous ce soir. Je vais épingler d'ailleurs, hop, ma vidéo pour que vous puissiez vous sentir le plus à l'aise possible. Voilà. Je vous rappelle que pendant ces lives, vous pouvez allumer vos caméras, vous pouvez communiquer uniquement par audio si c'est plus confortable pour vous. Hello Martin, coucou Bertrand, salut. Voilà, sachant que, je vous le rappelle encore une fois, vous êtes ici dans une communauté bienveillante. Les vidéos ne sont pas diffusées à l'extérieur de la communauté, sur aucun des réseaux sociaux. Elles ne sont diffusées qu'aux personnes qui suivent les portes ouvertes. Donc, vous pouvez vous sentir à l'aise. Et je comprendrai si vous préférez uniquement communiquer par audio. Donc, redites, ce que j'étais en train de dire aux autres qui sont présents en live en attendant que tout le monde se connecte, c'était justement que j'ai configuré les vidéos de mes lives, de tous les directs, pour qu'elles restent accessibles jusqu'au 17 juillet, jusqu'à la fin des portes ouvertes, pour que si vous avez manqué le premier live et que vous vous dites « Ah, mais je veux absolument écouter ça », vous allez pouvoir le retrouver. Je mettrai en dessous de cette vidéo du replay. Vous avez des petits boutons pour accéder soit aux lives qui sont déjà en replay, soit pour réserver vos places au prochain live, parce qu'on a encore 3 lives. Mardi prochain, le prochain live inspirant. Jeudi soir, la prochaine rencontre inspirant avec les membres de l'académie, mais qui sont là aussi. Sophie est là et Bertrand est là ce soir aussi. Et puis, dimanche soir, pour la soirée de clôture. Ne manquez pas, malgré tout, mes prochains emails, parce qu'il va y avoir des petites surprises dans mes prochains emails. Donc, ouvrez-les, regardez-les, partagez-les, faites du bruit autour des portes ouvertes. Plus on est nombreux et mieux c'est. Ok, alors, ce soir, on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour le deuxième live inspirant dans le cadre des portes ouvertes. Le premier live, si vous vous rappelez, on s'est parlé de ce que c'est le haut potentiel, comment on peut un peu mieux comprendre, un peu mieux identifier chez notre enfant. On a vu que ce n'était pas le même chez tout le monde. On a vu que l'étiquette de haut potentiel, on en avait besoin pour arriver à entrer dans une famille, mais qu'on n'était pas obligé de cocher toutes les cases pour malgré tout se sentir concerné par le haut potentiel, soi-même ou son enfant. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai aller le regarder. Et ce soir, je vous invitais à venir parler des 4 erreurs les plus courantes que j'ai identifiées chez les parents d'enfants à haut potentiel, mais surtout comment les éviter, parce que des erreurs, c'est OK, on en fait tous, mais ce qui est important surtout, c'est que vous sachiez comment est-ce que vous pouvez les éviter. Hello Christelle, bienvenue. Christelle nous a rejoint, Joël aussi. Soyez tous et toutes les bienvenus dans ce live inspirant. Ce que je vous propose, comme la semaine dernière, je vais vous partager ce que je vous ai préparé pour ce soir, parce que j'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier de ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et puis, une fois que je vous aurai partagé tout ça, je reviendrai en conversation, en échange avec vous, et on pourra discuter un petit peu de comment est-ce que vous vous reconnaissez dans ces erreurs. C'est quoi les prochains petits pas pour faire autrement? Parce que ce qui est déjà important que vous sachiez, je vais vous le redire pendant la présentation, mais c'est que l'idée, c'est pas de vous dire « Ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça » et je m'auto-flagelle en me disant « Mon Dieu, je suis une horrible maman ou un horrible papa parce que je fais ces erreurs ». L'idée, c'est de se dire « Ok, j'en suis là, je fais quoi après ?» C'est vraiment la posture la plus constructive que je puisse vous conseiller. Alors, je prends mes petites notes et puis si vous voulez bien, on est parti. Je vais attendre des petits pouces. Tiens, allez, des petits pouces, on est parti. Emmanuel, Sophie, Virginie, oui, Agnès aussi, Nadège, Christelle, Joël. Ah, j'aime bien avoir plein de petits pouces. Nickel! Je te fais rire, Bertrand. Oui, j'ai chaud, Bertrand. Et oui, quand j'ai chaud, ça me fait ça. Voilà, c'est comme ça. Nickel. Allez, on est parti. Je vous partage, Christelle qui m'a mis son petit pouce aussi. Je vous partage le contenu que je vous ai préparé pour ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit, on va se parler des erreurs les plus courantes des parents d'enfants à haut potentiel. Les vôtres, les miennes, ok,
Je l'ai fait aussi, j'en ai fait, je continue d'en faire. L'idée n'est pas du tout de m'annoncer comme étant celle qui ne fait jamais ces erreurs, c'est pas vrai. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse les identifier ensemble pour juste les éviter et juste ne pas continuer de les faire. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes en direct ou si vous êtes en replay, vous savez tous, je ne vais rien vous apprendre, que les enfants à haut potentiel, ils ont des besoins éducatifs spécifiques qui nécessitent un accompagnement adapté. Ok, je pense que vous êtes déjà tous au clair avec ça. Si vous suivez les portes ouvertes, c'est que vous êtes déjà plus ou moins convaincus de ça. Mais comme parents, on peut parfois se sentir dépassé par la complexité de ces besoins et on peut du coup commettre des erreurs qui malheureusement ont un impact négatif sur le développement de nos enfants. Donc dans cette micro-classe, on va passer en revue les erreurs courantes et puis je vais vous donner des conseils pratiques pour les éviter. On démarre, on perd pas de temps. Erreur numéro 1. La première erreur que j'observe chez les parents d'enfants au potentiel, dans mes groupes privés, dans l'académie, dans les mails, dans les nombreux mails que je reçois, c'est cette tendance que peuvent avoir certains parents à mettre trop de pression sur leurs enfants. Les parents d'enfants au potentiel, ils peuvent parfois succomber à la tentation de mettre trop de pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent à l'école. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois en lien avec la scolarité, c'est, je pense, ce qui est un des thèmes les plus fréquemment abordés. La scolarité de vos enfants, c'est un des thèmes abordés. Pourquoi ? Parce que soit vos enfants ne réussissent pas à la hauteur de vos attentes, soit parce que les relations avec les enseignants, elles sont compliquées. Le truc, avec tout ce qui touche à la scolarité des enfants, c'est que ça réveille pas mal de peur chez vous, chez nous, comme parents. Parce qu'on peut se demander comment ça se fait que l'école, le thème de l'école, prenne autant de place. Si ça prend autant de place dans vos vies de famille, c'est souvent parce que ça vient réveiller des peurs, ça vient avec des peurs. Ça réveille quoi comme peur ? Ça va réveiller la peur d'un avenir difficile. Vous savez, cette croyance que si la scolarité de votre enfant se passe pas bien, tout de suite, on va se dire qu'est-ce qui va devenir, que va devenir mon fils, que va devenir ma fille si elle ne réussit pas ses études. Et encore une fois, c'est vraiment, c'est normal que ces peurs surviennent là et vous allez comprendre pourquoi c'est normal. Donc, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans l'observation, on est juste en train d'essayer de mettre de la clarté sur tout ça. Vous savez, ce truc des études et de c'est important qu'ils réussissent, ça date d'il y a longtemps. Je suis certaine que les uns et les autres qui êtes là en live et puis vous aussi qui écoutez le replay, je suis certaine que vous avez tous entendu à un moment ou à un autre « passe ton bac d'abord ». Ouais, mais j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ouais, passe ton bac d'abord. Il y a cette croyance dans nos sociétés qui dure depuis longtemps. Sauf que ça, c'est une croyance. C'était peut-être vrai il y a quelques années, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est important que vous entendiez que ce n'est pas parce que votre enfant il rate une année, ou juste même s'il a des moins bons résultats une année, que son avenir est foutu. Ça, c'est une croyance. C'est nos peurs de parents qui viennent nous mettre ça dans la tête, d'accord ? Mais dans la réalité, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. En plus, on sait aujourd'hui que y a plein de métiers dans l'avenir qui sont pas encore connus aujourd'hui. Et ça, c'est encore plus vrai avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous vous y intéressez un petit peu. Moi, je m'y intéresse dans le cadre de mon travail et puis à titre personnel aussi. Mais on voit bien comment l'intelligence artificielle, elle va prendre la place de toute une série d'emplois et que les emplois de l'avenir, donc les emplois de nos enfants, des jeunes aujourd'hui qui vont devenir adultes et qui vont faire des études et choisir des professions, il y en a plein qu'on ne connaît pas. D'accord ? Donc, c'est pas non plus parce que votre enfant, il n'aime pas apprendre, que ce n'est pas son truc, que son avenir est foutu non plus. On a tendance comme parents à penser que parce que notre enfant a un haut potentiel, alors il se doit de l'exploiter. Ben non, en vrai. Les enfants, ils ont le droit d'avoir un haut potentiel et puis ils ont aussi le droit de ne pas aimer apprendre ou de ne pas aimer apprendre tout ce qu'on leur enseigne à l'école, en tout cas. Ce n'est pas parce qu'on a un potentiel qu'on est tenu d'en faire quelque chose. Alors nous, comme parents, on a envie qu'ils en fassent quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça vient nous rassurer.
ça vient nous dire c'est bon, il a des bons résultats, il travaille bien à l'école, il pourra choisir et donc ce sera un adulte épanoui. Faites une pause 2 secondes et regardez dans votre entourage proche. Je suis certaine que vous avez tous et toutes au moins 1 ou 2 amis ou 1 ou 2 proches qui ont fait des brillantes études, qui étaient voués à avoir une belle carrière, une vie professionnelle très épanouie, et puis qui ont fait un burn-out, ont changé de voie, se sont lassés de ce qu'ils étaient en train de faire, et qui aujourd'hui ont rebondi, ont fait autre chose. Donc la réussite dans les études scolaires telles qu'elles existent aujourd'hui, ce n'est pas du tout un gage de devenir un adulte épanoui, ce n'est pas du tout un gage d'avoir un avenir professionnel réjouissant. OK ? Ensuite, quand on a un enfant qui rencontre des difficultés à l'école, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi au niveau de son comportement, souvent, on doit supporter les réflexions du corps enseignant. OK ? Et ça vient pas nous donner notre bulletin de bons parents. Vous savez, ce bulletin de bons parents, c'est ce besoin qu'on peut avoir encore plus quand on a un enfant en fonctionnement atypique, que les autres, que la société nous renvoie que on est un bon parent. Et comment il s'obtient, ce bulletin de bons parents? Il s'obtient quand notre enfant a les comportements attendus à l'extérieur de la maison. D'accord? Sauf qu'en vrai, les enfants sont des enfants et moi, je m'inquiète beaucoup plus d'un enfant qui a pleinement les comportements et les attitudes attendues à l'extérieur de la maison très jeune que d'un enfant qui brasse un peu, qui teste, qui fait des expériences, qui s'oppose, qui a des conflits, qui a une vie qui lui permet de vivre des expériences. D'accord? Mais même si ça, c'est normal pour un enfant, il n'empêche que nous, comme parents, ça vient soulever le truc de si mon enfant ne respecte pas les règles de la classe, s'il ne veut pas faire ses devoirs, s'il n'a pas des bonnes notes, s'il a des difficultés, si dans la relation avec les enseignants c'est compliqué, c'est que je l'ai mal éduqué. En résumé, c'est la croyance qui vient se mettre dans notre cerveau, c'est que je ne fais pas assez bien mon boulot. Et en plus, il y a certains professionnels de l'enseignement qui viennent vous renvoyer ça très directement. Vous savez, c'est tous ces petits mots-là qu'on reçoit il va falloir faire quelque chose ou les punitions qu'on doit appliquer à la maison, tout cet amalgame comme ça qu'on fait entre éducation et instruction qui viennent renforcer ce sentiment pour vous de ne pas être à la hauteur, de ne pas être d'assez bons parents. C'est comme si vous entendiez que si votre enfant n'est pas à l'aise à l'école, c'est parce que vous n'êtes pas d'assez bons parents. Le problème, c'est que tout ce qui touche à la réussite scolaire de votre enfant, ça peut causer du stress et de l'anxiété chez lui. Alors, que vous mettiez de la pression parce que vous avez besoin d'avoir votre bulletin de bons parents et vous avez besoin d'être reconnu comme un assez bon parent par l'équipe enseignante, que vous lui mettiez la pression parce que vous vous dites « mon Dieu, il a quand même un haut potentiel, il faut un peu qu'il le démontre, il faut un peu qu'il en fasse quelque chose ». Que vous mettiez la pression parce que ça vous rassure, vous, sur son avenir, etc., etc. De toute façon, ce n'est pas le bon chemin. OK ? Cette pression-là, elle va de toute façon créer de l'anxiété chez votre enfant. Elle va de toute façon lui causer du stress. Et puis, vous le savez comme moi, les enfants au potentiel, les enfants en général et le stress, ça fait rarement bon ménage. Mais avec un enfant au potentiel, ajouter du stress à une vision du monde qui est déjà stressante, souvent, ça fait des étincelles. D'accord ? Donc, comment on fait? Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a vu au niveau de la scolarité, de la pression qu'on peut mettre à nos enfants sur la question de la scolarité, comment on fait? OK ? Comment on fait pour éviter ces erreurs-là? Je vais vous inviter dès ce soir et dès les prochains jours, dès les jours à venir, à essayer d'établir des attentes qui soient réalistes pour votre enfant. Et puis, à l'encourager à poursuivre ses passions et ses intérêts. Je vais être plus précise là-dessus. Pour définir des attentes qui soient réalistes, vous allez devoir observer votre enfant, sa manière dont s'exprime son potentiel, mais aussi sa personnalité, son caractère. OK ? Votre enfant tel qu'il est aujourd'hui, c'est quoi ses compétences? C'est quoi les trucs qui sont acquis? C'est quoi les trucs qu'il sait faire aussi bien à la maison qu'à l'extérieur de la maison en termes de scolarité? Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il fait ses devoirs de manière autonome? Est-ce qu'il a des relations en termes d'habilité sociale, de relations aux autres? Est-ce que c'est OK?
Faites un petit portrait comme ça de votre enfant, mais vraiment tel qu'il est aujourd'hui. OK ? Si votre enfant tel qu'il est aujourd'hui, il rencontre des difficultés dans le cadre scolaire, quel que soit le champ, relationnel, apprentissage, etc. Alors, on parle là, bien sûr, en dehors d'un trouble spécifique, bien entendu. On parle là, si votre enfant n'a pas de difficultés type dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, toute la série des 10 qui demandent un accompagnement dans le cadre de l'instruction adaptée. Mais là, je parle vraiment en général dans le cadre de l'école. S'il n'a pas les comportements qu'on attend de lui, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est pas que ça l'amuse, c'est pas que c'est de la provocation, c'est pas que c'est du caprice, c'est rien de tout ça. C'est qu'il n'a pas encore les compétences nécessaires pour pouvoir faire d'autres choix de comportement. Donc, une fois que vous avez fait le portrait comme ça de votre enfant, de qui il est aujourd'hui, vous allez pouvoir vous dire, OK, c'est quoi les difficultés? Dans votre tableau, vous faites une liste de qui il est aujourd'hui, une liste de c'est quoi ces difficultés dans le cadre de la scolarité, d'accord? Et puis en face, on va dire, OK, c'est quoi les compétences qu'il a besoin de développer pour plus avoir ces comportements-là? Par exemple, un enfant qui va avoir un langage inadapté avec les enseignants, c'est souvent une difficulté des enfants à haut potentiel. C'est quoi la compétence qu'il a besoin de développer? Il a besoin d'élever son niveau de compétences relationnelles et puis de comprendre comment on communique avec les autres. On va travailler sur le côté de la communication. Okay, un enfant qui ne veut jamais se mettre à ses devoirs, qui ne veut pas travailler dans le cadre scolaire, on va aller regarder peut-être du côté de l'autonomie. Ou alors peut-être qu'on va aller regarder du côté de la responsabilisation. Il y avait Nancy hier, je crois, je vous ai rediffusé la conférence de mon amie Nancy Doyon sur le parent responsabilisant. C'est une idée, un concept qui me parle beaucoup et qui est très efficace avec les enfants à haut potentiel, de comment est-ce qu'on peut mieux les responsabiliser. Donc l'idée, ça va être d'identifier les compétences qui lui manquent et puis de l'aider à les développer. Okay. Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la socialisation? Est-ce que c'est une méthode de travail? Est-ce que c'est la capacité à trouver du sens dans ce qu'il fait? Ça peut être une des difficultés à l'école. Votre enfant, gardez bien en tête qu'il n'adopte jamais des comportements qui sont considérés comme dérangeants par leurs parents ou par les adultes autour de lui par hasard. C'est jamais un hasard. Okay, c'est soit il y a un besoin qui n'est pas satisfait, soit il y a une compétence qui n'est pas encore acquise. Et c'est normal pour un enfant, même au potentiel, de ne pas avoir acquis un certain nombre de compétences. Okay, donc, c'est votre job de parent, de préférence, et quand c'est possible, en collaboration avec l'équipe enseignante, mais je sais que ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, le mieux c'est comme ça, d'identifier de quoi a besoin votre enfant pour lâcher ce comportement et quelles compétences il a besoin d'acquérir pour en développer un autre. Mais ça, c'est seulement du côté de votre enfant. OK, vous me voyez venir. Vous allez vous aussi devoir apprendre à ne plus attendre votre bulletin de bons parents du côté des enseignants. C'est un truc assez dingue, je ne sais pas, dites-moi dans la zone de discussion, je viendrai lire après ou dans les commentaires pour ceux qui regardent le replay, est-ce que vous êtes un peu comme moi? Parce que moi, ça a pu me parler longtemps, même si je fais l'instruction en famille, moi je rencontre l'inspection académique, donc j'ai quand même une relation en plus avec l'inspecteur. On redevient tous et toutes des enfants quand on est face à des instituts, à des profs. Tout d'un coup, on perd notre statut d'adulte et on redevient cet élève qu'on était quand nous-mêmes on était enfants. Je vais venir lire après dans la zone de commentaires du live et puis dans la zone de commentaires du replay, si vous aussi, ça vous fait ça. Okay, que tout d'un coup, on redevient une petite fille ou un petit garçon face aux enseignants. La seule manière de faire des choix éducatifs conscients pour votre enfant, c'est de reprendre votre place d'adulte, reprendre votre place de parent et ne plus attendre votre bulletin de bons parents du côté de l'équipe enseignante. Et pour ça, moi, ce que je vais vous inviter à faire, je vais vous inviter à grandir votre confiance en vos compétences de parents. Vous êtes comme parents les premiers éducateurs de vos enfants, mais aussi les personnes qui connaissaient le mieux vos enfants. Donc, ne laissez pas d'autres ni définir qui sont vos enfants, ni vous définir vous qui vous êtes comme parents. Il va falloir que vous grandissiez
votre confiance en vos compétences de parents pour pouvoir vous détacher du regard des enseignants et pour pouvoir vous détacher de cette réussite comme parent pour votre enfant dans le cadre scolaire. OK ? C'est que lorsque cette confiance-là va être assez grande en vous, que vous pourrez choisir d'écouter ou de ne pas écouter les réflexions qui viennent du côté de l'école et de choisir si c'est OK pour vous ou si ça ne l'est pas. Est-ce que quand on vous dit, bah, tiens, il a eu tel comportement à l'école, il a 100 lignes à faire ce soir, est-ce que c'est OK de faire rentrer ça chez vous? Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Quand on vous dit, ah bah, il a encore tapé dans la cour aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose, est-ce que c'est OK pour vous d'agir sur l'espace école? Et c'est que parce que vous aurez grandi votre confiance en vos compétences de parents que vous pourrez faire des choix. Sinon, vous allez être en permanence en réaction à ce que vont vous dire l'équipe enseignante, aux résultats aussi de votre enfant, à vos attentes qui sont élevées dans la réussite scolaire. Et donc, c'est tout ça qui va décider à votre place. Ce qu'on cherche, nous, ici, dans l'Académie des parents inspirants, c'est de faire des choix éclairés, des choix en conscience. OK ? Je reviens vous voir 2 secondes. Il y a plein de monde qui sont arrivés. Alors juste, voilà, je regarde vite fait parce que ça m'intriguait. Bonsoir à tous et à toutes qui nous avaient rejoints en cours de route. Le regard des autres, dans ces cas-là, devient en effet difficile à vivre et on devient réactif, disait Emmanuel. Pas faux pour Agnès, complètement d'accord pour Bertrand et Tina. Ça commence à changer petit à petit, mais oui, avant, j'étais comme un petit garçon. Joël, en effet, dans la discussion avec un supérieur, je me sens souvent redevenir comme un élève. Et oui, tout à fait, on se sent jugé pour Sophie. Donc, vous voyez bien, vous n'êtes pas les seuls, OK ? C'est pas, oh là là, moi, ça me parle à moi et ça ne parle pas aux autres. Si, si, je vous assure, ça parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Donc ça, c'est la première erreur qu'on peut éviter, c'est celle-ci. Deuxième erreur, je vous ai dit, ce soir, je vais vous parler des 4 erreurs, les 4 principales. Deuxième erreur, c'est de ne pas comprendre les besoins éducatifs spécifiques de votre enfant avec son haut potentiel. On l'a vu, je vous l'ai dit en introduction, votre enfant à haut potentiel, il a des besoins éducatifs spécifiques qui peuvent être différents de ceux des enfants qui ne présentent pas ce haut potentiel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement neuropsychologique que les autres enfants et donc ça induit forcément d'autres besoins éducatifs. Encore une fois, je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, si vous n'avez pas vu le premier live inspirant et que vous avez envie de mieux comprendre les fonctionnements spécifiques des enfants au potentiel, retournez écouter le live numéro 1 et vous aurez plus d'informations à ce sujet-là. Je ne vais pas refaire ce soir, ce serait double emploi. Donc, vous devez comprendre profondément ses besoins pour accompagner votre enfant vers son épanouissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le comprendre, mais ensuite définir comment, en tenant compte aussi de vos besoins, vous allez pouvoir construire un cadre familial qui respecte les besoins de tout le monde. Je sais, c'est la quadrature du cercle. Je sais, c'est le challenge des parents d'enfants à haut potentiel. Mais ça ne peut pas fonctionner autrement. D'accord ? On va se reparler des besoins spécifiques des enfants au potentiel, comment y répondre vraiment des besoins, des stratégies pour répondre aux besoins des enfants. Je vais vous en parler dans le prochain live, dans le live du coup de mardi. Mais vous pouvez déjà y réfléchir et puis vous pouvez aussi déjà réserver votre place en dessous de la vidéo ou sur la page de programme. Je vous le disais, c'est le plus grand challenge des parents d'enfants au potentiel, c'est comment je fais pour à la fois respecter les besoins spécifiques de mon enfant avec son haut potentiel et comment je fais pour le faire sans me sacrifier. Comment je fais pour le faire sans me sacrifier. D'accord ? Ça, c'est vraiment, s'il n'y avait qu'un seul grand challenge des parents d'enfants au potentiel, je pense que ce serait celui-ci. Mais c'est vrai aussi pour vous. Quand on est le parent d'un enfant au potentiel, on a aussi des besoins spécifiques. Pourquoi on a nous aussi des besoins spécifiques ? Parce qu'on a déjà ce statut spécifique, on est parent d'un enfant au fonctionnement spécifique, d'accord ? Et puis aussi parce que souvent, on est nous aussi une personne à haut potentiel. J'observe dans mes groupes privés, dans mes accompagnements que, allez, on va se dire, Sophie, Agnès, Bertrand, on va se dire 98% des parents dans mes groupes sont eux aussi
des personnes à haut potentiel. Donc, ça veut dire que vous avez un mélange de besoins spécifiques. Et puis, en plus, votre haut potentiel à vous, comme parent, il ne s'exprime pas forcément de la même manière que celui de votre enfant. Donc, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir prendre conscience de vos besoins et vous allez devoir les respecter pour vous-même. Et parallèlement à ça, vous allez devoir prendre connaissance des besoins spécifiques de votre enfant, avec qui est cet enfant-là, et puis vous allez œuvrer à en prendre soin, à prendre soin de ces besoins-là. OK? Vous savez, j'ai mon amie Nancy Doyon, je parle beaucoup de Nancy Doyon, mais ce n'est pas un hasard, c'est une mentor. Pour moi, c'est devenu une amie. J'ai la chance que ce soit devenu une amie. Et c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire beaucoup. Mais elle a cette phrase, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Elle dit souvent, votre enfant vous respectera toujours un petit peu moins que ce que vous respectez. C'est une phrase, moi, qui a été un game changer dans ma vie de famille et dans ma vie en général. Quand j'ai la sensation de ne pas être respectée par mon fils, et pour vous, par votre fils, par votre fille, peu importe, demandez-vous à quelle hauteur est-ce que vous respectez. Et je vous assure que se poser cette question-là, ça peut déjà donner des clés qui sont essentielles. OK? Ce challenge-là, c'est le challenge de respecter les besoins de tous les membres de la famille, de bien connaître les besoins spécifiques de votre enfant, de bien connaître les vôtres. Et si vous n'êtes pas concerné par le haut potentiel, vous avez quand même des besoins, donc de bien connaître vos besoins à vous et d'essayer de créer une équation familiale dans laquelle on arrive à respecter les besoins de tous les membres de la famille. Je vous le rappelle, pas 100% du temps, 70% du temps, on est déjà bien. On est déjà pas mal avec 70% du temps. Et puis, dans les premiers petits pas qu'on a à faire, si la question des besoins de notre enfant ou de nos propres besoins, c'est un truc dont on vient de prendre conscience ou c'est un truc qu'on sait depuis longtemps, mais ça y est, là, on est prêt. On est prêt à se mettre sur ce chemin-là. Ça peut être même 10% les premiers temps, 20%, petit pas par petit pas. OK? L'idée, ce n'est pas de passer à jusqu'à maintenant, je ne prenais pas soin de mes besoins, à demain, je vais être une maman qui sait à la fois prendre soin des besoins de mon fils et de mes besoins à moi. On avance petit pas par petit pas. OK? Pour cette deuxième erreur sur les besoins, je viens vous voir vos visages. Je vois Emmanuel qui sourit. Virginie, elle sourit, Virginie? Oui, elle sourit aussi. Sophie aussi, Anne aussi, ok. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Troisième erreur, on continue. Je sais, ce n'est pas le live le plus fun et le plus agréable à entendre, mais c'est tellement important. Des fois, on a besoin d'entendre des trucs qui nous bousculent un petit peu, nous agacent un peu, nous bousculent en tout cas, parce que ça va être le déclenchement vers autre chose. Encore une fois, hein, je vous rappelle, à aucun moment, je ne vous explique tout ça pour que vous ressortiez de là en vous disant oh, « Mon Dieu, je fais toutes ces erreurs-là, je ne suis vraiment pas une bonne maman ou je ne suis vraiment pas un bon papa. » Non, prenez conscience, mettez de la clarté. Une fois que vous aurez mis de la clarté, déjà, vous allez voir que naturellement, on s'en parlera quand on discutera après, naturellement, il y a des choses qui vont se modifier sans même que vous l'ayez décidé, juste parce que vous aurez mis de la clarté dessus. D'accord? Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, il y aura des prochains petits pas à faire. Et c'est OK. OK. Alors, troisième erreur. Une erreur qui va parler à pas mal de parents, je pense. Je vais boire un petit coup d'eau parce qu'il fait très chaud. Cette erreur, c'est le perfectionnisme parental. Quand on est parent d'un enfant au fonctionnement atypique, on peut nourrir une autre croyance. Et c'est une croyance qui nous amène à faire d'autres erreurs. Cette croyance, c'est celle qui vous amène à penser que pour accompagner votre enfant à haut potentiel, atypique, avec des fonctionnements différents des autres enfants vers son épanouissement, vous devez être un parent parfait. Ok, je ne vous fais pas lever la main pour ceux qui ont cette croyance-là, mais je sais que de nombreux parents ont. Ok, c'est comme si vous portiez toute la responsabilité de l'épanouissement de votre enfant sur vos épaules. Vous devez comprendre que le développement de votre enfant, il dépend, oui,
de vous et surtout et avant tout de la qualité de la relation que vous allez réussir à créer avec votre enfant, mais ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend aussi des interactions que votre enfant il va être capable d'avoir avec les autres. Et puis, ça dépend aussi de votre enfant lui-même, de qui il est, des compétences qu'il développe, de sa personnalité, de son caractère. Vous n'êtes pas à 100% responsable de l'épanouissement de votre enfant. OK ? Il a lui-même une part de responsabilité dans son épanouissement et ça, vraiment, quel que soit son âge. Passer la période bébé. D'accord? On va dire, chez les hauts potentiels, j'ai presque envie de vous dire à partir de 2 ans, 2 ans et demi. À son niveau, à sa mesure. Mais on a toujours comme individu une part de responsabilité dans notre bien-être, quel que soit notre âge. D'accord? Votre job de parent, ce n'est pas de pallier à toutes les difficultés de votre enfant, ce n'est pas de pallier à tous ses besoins spécifiques, ce n'est pas de pallier. Votre rôle, c'est de guider, de soutenir, d'accompagner votre enfant. Mais vous n'êtes pas responsable ni de tous ses comportements, ni de tous ses choix, ni de toutes ses pensées, ni de sa façon de se comporter à l'extérieur, etc., etc. Ça, c'est vraiment important que vous changiez de regard sur votre rôle en tant que parent d'un enfant à haut potentiel. D'accord ? Il y aurait beaucoup à dire sur les rôles spécifiques des parents d'enfants à haut potentiel. On n'aura pas le temps de le faire ce soir. Il y aurait vraiment beaucoup à dire. Mais en tout cas, déjà, votre premier petit pas, si vous repartez de cette micro-classe en vous disant « Ok, je me sens un tout petit peu plus légère. Oui, j'ai une part de responsabilité. Comme parent, j'ai une part de responsabilité dans le bien-être de mon enfant, puisque c'est dans les interactions avec moi qui va construire sa vision du monde, que son caractère va se construire, etc. Mais pas que. Il y a les autres, il y a l'extérieur, et puis il y a lui. Qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie? Qui il a envie d'être? Et vous savez comme moi que les enfants au potentiel, c'est une question qui se pose très tôt, ça. Qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir, est-ce que je corresponds à l'image que j'ai envie d'être, etc., etc. D'accord? Donc, pour en revenir au perfectionnisme parental, il engendre vraiment 2 choses qui sont vraiment pas terribles pour l'ambiance de votre vie de famille. Première chose, il vous met une pression de fou dans votre vie quotidienne. Cette pression, elle est liée au perfectionnisme parental et elle est grandement responsable de la majorité des burn-out parentaux. Je n'ai jamais rencontré de burn-out parental chez des parents qui n'étaient pas perfectionnistes, chez des parents qui ne se mettaient pas une pression de dingue pour être un parent parfait. Okay, qui à aucun moment qui courait de salle de sport en salle de sport, qui se sentait le devoir de devoir nourrir intellectuellement en permanence leur enfant, qui cherchait à répondre à tous les besoins de son enfant, pas 70% du temps, 100% du temps, qui était dans cet extrême-là en fait. C'est la voie rapide et idéale vers le burn-out parental. Ok ? Et puis, ça, c'est le premier, je ne trouve pas mes mots, mais ça va me revenir. C'est la première conséquence, voilà, c'était ça que je cherchais. C'est la première conséquence du perfectionnisme parental. La deuxième conséquence de ce perfectionnisme, c'est qu'il infuse de mauvaises croyances pour votre enfant. Votre enfant, il voit que papa ou maman, il cherche toujours à être parfait. Et selon vous, il va apprendre quoi ? Il va apprendre que dans la vie, pour être quelqu'un de bien, il faut être parfait. Et il va à son tour devenir quelqu'un de perfectionnisme, avec l'anxiété que ça génère, avec le stress que ça génère, avec le manque d'estime de soi que ça génère, puisqu'on n'arrive jamais à être parfait. Donc ça vient en permanence rabaisser notre estime de nous-mêmes, puisque si je n'ai pas atteint cette perfection, c'est donc que je suis nulle. Vous savez, les enfants au potentiel, le gris, ce n'est pas un truc qu'ils connaissent beaucoup, quoi. Ils sont dans le noir ou dans le blanc, d'accord ? Votre enfant, vous le savez, je vous le répète régulièrement, mais il apprend beaucoup plus en vous voyant que par tout ce que vous lui dites. Donc, si vous êtes vous-même perfectionniste, si vous ne pouvez pas supporter que votre repas soit raté, si vous-même, vous avez des comportements perfectionnistes, même si vous tenez le discours à votre enfant de « j'attends pas de toi que tu sois parfait », je vois beaucoup de parents qui font ça, et qui le pensent sincèrement.
Attention, hein, je ne mets pas en doute ce que vous pensez sincèrement. Je sais que de nombreux parents pensent sincèrement et quand ils disent à leurs enfants, ils le pensent sincèrement. J'attends pas de toi que tu sois parfaite, tu as le droit de faire des erreurs, etc., mais qui ne s'appliquent pas ça à eux-mêmes. Et je vous rappelle que votre enfant, les mots, c'est des mots. Ce qu'il apprend, c'est ce qu'il vous voit faire. D'accord? Donc, c'est vraiment important pour lâcher ce perfectionnisme parental. Comment on fait? Encore une fois, c'est un peu c'est pas une baguette magique, mais en tout cas, c'est un peu le leitmotiv. C'est comment je peux m'assurer d'être parfaitement imparfaite? Comment c'est OK pour moi d'être parfaitement imparfaite? Comment est-ce que ça ne vient pas saccager ma journée si je n'ai pas réussi un truc? Comment est-ce que je peux m'autoriser à être parfaitement imparfaite? Encore une fois, si vous partez sur une base très perfectionniste, ne cherchez pas demain à vous foutre de tout, ça n'arrivera pas. C'est un vœu pieux, ça. OK? Mais petit pas par petit pas, comment vous pouvez aller plus vers ça? Comment est-ce que vous pouvez accepter, tolérer une de vos imperfections, peut-être une par jour dans un premier temps, une par semaine même, si vous n'en tolériez aucune jusqu'à maintenant? Petit pas par petit pas, comment vous pouvez vous rapprocher de cette meilleure tolérance pour vous-même, de cet meilleur amour pour vous-même, de cette meilleure bienveillance envers vous-même, petit pas par petit pas. Quand vous vous aimerez suffisamment, quand vous serez suffisamment bienveillant envers vous-même, alors vous n'aurez plus besoin de votre perfectionnisme. OK? Quatrième erreur, avant de venir discuter de tout ça avec vous, une erreur que je vois assez souvent, c'est de rester seul face aux défis qui viennent avec le fait d'être un parent d'un enfant à haut potentiel. On va se parler un petit peu de pourquoi, parce que moi, ça m'a intéressée de voir comment il y a un très gros besoin de soutien, d'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, et qui pour autant ne font pas la démarche, ne font pas cette démarche-là. C'est la chose que j'entends le plus fréquemment, et Emmanuel, Sophie, Bertrand qui ont assisté aux rencontres inspirantes, à la rencontre inspirante de jeudi dernier, vous l'avez entendu aussi, et c'est la chose que j'entends le plus fréquemment dans mes accompagnements, dans mes groupes privés, c'est « waouh, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul à vivre ces difficultés ». Je l'entends tout le temps, et même dans les groupes privés, même dans l'académie, avec les membres qui sont là depuis très longtemps, il y a encore des moments où ils se disent « waouh, ça fait du bien de ne pas se sentir tout seul ». Pourquoi? Parce que la société, elle vous met une très grosse pression. Elle met en général une grosse pression aux parents. On vit sous beaucoup d'injonctions d'être un bon parent, mais un bon parent selon certains critères seulement. Et ces critères, on les retrouve partout, dans les films, dans les séries, mais surtout sur les réseaux sociaux. L'image dans notre société actuelle du bon parent, c'est celui qui a un enfant qui est toujours sage, toujours propre, toujours bien habillé, toujours coiffé, avec une maman qui est toujours épanouie, qui est toujours pomponnée au saut du lit, qui est toujours belle, joyeuse, pleine d'énergie, qui fait plein de choses avec ses enfants. C'est ça l'image que nos sociétés actuelles nous véhiculent, et beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'affiche tous sur les réseaux sociaux. Vous, moi, encore une fois, il ne s'agit pas de dire il y a eux les méchants et nous les gentils. Non, ce n'est pas ça. On a tous cette tendance à afficher ça. OK ? On a tous tendance à afficher l'image de ces enfants en train de jouer calmement ensemble sur la plage, en train de cuisiner avec nous, etc., etc. On fait tout ça pourquoi? Simplement parce qu'on a envie qu'on voit le beau de nos vies de famille. On n'a pas envie d'afficher au monde la partie un peu moins sympa de nos vies de famille. Et c'est OK ça. D'accord? Encore une fois, clarté. L'important, c'est juste de le savoir. Ce n'est pas d'arrêter de le faire. C'est juste de savoir, de se dire, OK, quand je poste cette photo-là, moi, je sais ce qui s'est passé avant. Mais c'est OK que je n'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé avant. C'est OK que j'ai envie de montrer au monde qu'il y a aussi ces beaux moments dans ma vie de famille. D'accord? La clarté que vous devez avoir quand vous-même vous consultez ce genre d'image, c'est que on ne montre pas qu'une demi-heure avant, des fois même un quart d'heure avant, les mêmes enfants que vous êtes en train de voir jouer tranquillement sur la plage, ils étaient en train d'hurler pour être celui qui allait choisir l'activité. Ou que la maman, avant de décider de faire un gâteau ou un plat de légumes équilibré avec ses enfants, il y a 10 minutes, elle était dans les WC en train de craquer, en train de pleurer, de craquer un bon coup parce qu'elle ne savait plus quoi faire.
d'accord? Donc, c'est simplement vraiment avoir cette conscience que être un bon parent, c'est pas ce qu'on vous dit d'être. C'est pas ça d'être un bon parent. C'est pas l'image qu'on véhicule du bon parent. Le bon parent, il craque aussi. Le bon parent, des fois, il en a marre aussi. Et ça ne fait pas de lui un mauvais parent. D'accord? Le problème des réseaux sociaux, vraiment, c'est que ça vient véhiculer l'idée que si on veut une vie de famille épanouie avec notre enfant à haut potentiel, si on veut l'accompagner plus sereinement vers son propre épanouissement, il faut qu'on ait 100% du temps une vie épanouie avec notre enfant. Ça existe nulle part. Je vous le dis, cherchez pas, ça n'existe pas. C'est pas possible. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux, non? Moi, je trouve que ce serait super ennuyeux. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est de la houle. C'est des moments qui vont très bien, des moments qui vont moins bien. Tout ça, ça fait la vie. Et tout ça, ça fait la vie d'une famille épanouie. D'accord? Le problème avec ça, c'est que comme on est confronté en permanence à ces images de vie 100% épanouies, d'accord, et que nous, dans notre rôle de parent, c'est pas comme ça qu'on se sent. Et parce que quand on est parent d'un enfant au potentiel de 100%, je vous défie de me trouver quelqu'un qui se sent épanoui 100% du temps dans sa vie de famille. En vrai, ça n'existe pas. Je le sais, je pourrais faire un concours là-dessus, je suis sûre de le gagner. Le problème, c'est que comme on voit tout ça, on n'ose plus. On n'ose plus demander de l'aide, on n'ose plus demander du soutien parce qu'on se sent coupable de ne pas arriver à avoir cette vie de famille-là. Ou cette vie de famille rêvée, la vie de famille dont on a rêvé ou dont on rêve. Il y a une sorte de culpabilité qui vient s'en prendre à nous et cette petite voix, toujours la même, qui vient vous dire, si je n'y arrive pas, c'est donc que je ne suis pas assez bien, c'est que je ne suis pas un assez bon parent. Donc, je ne vais certainement pas aller demander de l'aide ou demander du soutien parce que les autres vont savoir que je ne suis pas un bon parent. OK? On a toujours tendance à penser que chez nous, c'est beaucoup plus compliqué que chez les autres. Mais j'espère que vous avez vu jeudi dans la rencontre inspirante, que vous allez le revoir jeudi prochain et on va s'en parler encore après ce soir. C'est pareil chez les autres. Rassurez-vous, vous êtes très loin d'être les seuls à vivre les défis que vous vivez. Vous ne vivez pas les mêmes, peut-être ils ne sont pas tout le temps la même intensité, peut-être il y a des domaines dans lesquels vous n'en vivez pas du tout et puis des domaines dans lesquels vous en vivez, mais c'est chez tout le monde comme ça. D'accord? Le truc en plus, pour les parents d'enfants au potentiel, la petite cerise sur le sorbet, comme disent les Canadiens, le truc en plus, c'est que on se dit, quand même, mon enfant, il n'est pas malade, il n'a pas un handicap, il a un haut potentiel, quoi. Ça devrait être une chance pour lui, pour nous. Et du coup, on a un peu honte de venir confier à quelqu'un que, non, c'est pas qu'une chance. Oui, parfois, on ne sait plus quoi faire. Donc ça vient être rajouté par toutes les croyances qui sont véhiculées sur le haut potentiel, tous les clichés surtout qui sont véhiculés sur le haut potentiel, où on se dit, ouais, quand j'en parle autour de moi, on me dit que c'est quand même une chance, quoi. Donc, si j'en parle autour de moi et qu'on me dit que c'est une chance, je vais arrêter d'en parler. Parce que je ne vais pas oser dire que non, là, je galère, là, c'est compliqué, là, c'est douloureux, là, c'est difficile. On a peur, en fait, d'être jugé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son coin. On se dit qu'on va bien finir par trouver une solution ou il va grandir. Qu'est-ce que j'entends souvent ça, moi, chez les parents? Ouais, non, mais il va grandir. C'est une période. Non, en grandissant, il y a d'autres défis qui vont venir. Ce n'est pas une période en chasse une autre, les défis s'accumulent au fil du temps. Ils n'excluent pas les défis qu'on avait déjà, ils viennent simplement en rajouter d'autres. Encore une fois, c'est important de l'entendre, ça aussi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'ose plus en parler à personne, on n'en parle plus dans nos familles parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas compris, on n'est pas soutenu. Et puis petit à petit, on n'en parle plus non plus à nos amis parce qu'on a vu des soupirs 2-3 fois, on a vu des yeux se lever au ciel sur ouais, ça va, avec son enfant au potentiel, c'est bon, quoi. C'est pas un handicap, c'est pas une maladie, c'est plutôt super chouette. Et du coup, on finit par plus en parler avec personne, en fait. Et on s'isole complètement, on s'enferme dans les difficultés qu'on rencontre, on s'enferme dans les défis qu'on rencontre. Pourtant, si vous faites le pas, comme vous êtes en train de le faire ce soir, et je vous en félicite, ou comme vous êtes en train de le faire, ceux qui regardaient aussi le replay, parce que bien sûr que les lives, c'est une plus grande proximité, mais
si vous regardez déjà les vidéos, c'est déjà un premier petit pas, d'accord? Si vous, le petit pas de ne plus vous isoler, si vous osez enfin aller à la rencontre d'autres parents, ça vous apportera vraiment plein de bénéfices. Les parents, d'abord, dans ces groupes, ils savent ce que vous vivez. Ce soir, là, on est entre personnes, entre parents, qui savent exactement ce que chacun vit, plus ou moins, avec des différences, mais plus ou moins, d'accord? C'est ces gens-là qui peuvent vous offrir, un soutien émotionnel, qui peuvent également vous aider à partager vos expériences, à vous sentir moins isolé dans vos expériences. Quand vous vous dites, tiens, j'ai tel défi en ce moment, j'essaierais bien ça, ouais, mais je ne sais pas trop si c'est une bonne idée, une bonne solution. Et faire partie d'une communauté, ça vous permet de confronter vos idées, de partager vos expériences, de dire, tiens, moi j'ai essayé ça, ça a été super, ou j'ai essayé ça, ça a été un échec, mais peut-être que dans ta famille à toi, ça marchera. Ça permet de créer ce soutien. D'accord? Et puis, les autres parents, ils peuvent aussi vous partager des ressources, ils peuvent partager des stratégies, des trucs qui ont fonctionné pour eux. Faire partie d'une communauté, ça peut aussi vous aider à mieux comprendre les besoins uniques de votre enfant. On l'a vu jeudi soir, comment les situations ou même les personnalités de certains des enfants, des personnes qui étaient là, ça fait écho aux autres. D'accord? Et puis, c'est en échangeant avec d'autres parents qui traversent des situations similaires que vous allez pouvoir renforcer cette fameuse confiance en votre capacité à soutenir votre enfant. C'est comme ça que vous allez faire grandir la confiance en vos compétences de parents. Vous ne pouvez pas le faire tout seul dans votre coin. Peut-être vous pourrez, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On grandit notre confiance en nos compétences de parents parce qu'on évolue au sein d'une communauté qui nous renvoie que c'est OK de vivre des défis, c'est OK d'être en difficulté, c'est OK de pleurer, c'est OK d'en avoir marre. Et oui, je sais, grâce à cette communauté, que je vais avoir la capacité de rebondir parce qu'il y a Bertrand qui a rebondi, il y a Sophie qui a rebondi, il y a Agnès, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. OK? C'est vraiment la meilleure façon de faire grandir votre confiance en vos compétences de parents. OK? Ce qui est intéressant pour vous maintenant que j'ai fini mon petit exposé, c'est de regarder c'est quoi les erreurs que vous faites. D'accord? C'est quoi les erreurs que vous faites et qui peuvent nuire au développement de votre enfant ou à votre propre épanouissement dans votre parentalité. Je vous le répète, depuis le début des portes ouvertes, l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pourrez pas accompagner plus sereinement votre enfant si vous n'êtes pas plus épanoui dans votre parentalité. D'accord? Les deux vont ensemble, c'est un même lot. Regardez ça, dites-vous, c'est où que je fais des erreurs? C'est dans quoi? Dans ce qui a été dit là? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Encore une fois, pas pour vous juger, pas pour faire redescendre votre confiance en vos compétences de parents, mais plutôt pour avancer, pour vous dire, OK, qu'est-ce que je peux modifier dès demain? C'est quoi mon prochain petit pas? Qu'est-ce que je peux essayer d'autre? J'ai tendance à avoir toujours cette réaction-là et j'ai compris ce soir que ça me fait faire telle erreur. Qu'est-ce que j'essaye d'autre dès demain? Et peut-être que ce que vous allez essayer, ce sera encore pas la bonne stratégie. Je ne suis pas en train de vous garantir ça. Je suis en train de vous dire, mettez-vous en mouvement. Essayez des nouvelles choses. Testez, faites des expériences. C'est la seule manière réellement efficace pour découvrir qu'est-ce qui vous épanouit dans votre vie de parent. Qu'est-ce qui est OK pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour votre enfant? Qu'est-ce qui est bon et juste pour vous? Il n'y a aucune méthode qui peut vous enseigner ça, vraiment. Et je n'ai pas de méthode à vous enseigner pour ça. J'ai un chemin sur lequel je peux vous guider dans un processus. Mais il n'y a pas de méthode pour ça. Il y a qu'est-ce que j'essaye de nouveau demain et qu'est-ce que j'en apprends. C'est tout. J'ai appris un truc qui me plaît beaucoup, qui me procure de la joie, qui a créé une belle relation avec mon enfant, qui nous a fait vivre un bon moment, je garde. J'ai testé un truc où je ne me suis pas sentie à l'aise, c'était pas moi, je ne me suis pas reconnue, j'ai cherché mes mots, en plus ça n'a pas du tout résonné pour mon enfant. Très bien, je sais que ça, ce n'est pas un truc pour moi. D'accord? Mais l'idée, c'est de vous mettre en chemin, de vous mettre en mouvement. OK?
Voilà pour ce que je voulais vous partager ce soir et je vais revenir vers vous pour voir si certaines ou certains d'entre vous ont envie de partager quelque chose. Il y a Marie-Josée qui est là, Émilie qui nous a rejoint aussi, Maude, etc., etc. Alors Emmanuel qui disait quand la situation devient compliquée pour nos cocos, difficile de ne pas se sacrifier. Ah, tu vas me faire rebondir, tu vas me faire rebondir. Je travaille sur le lâcher-prise pour que mes actes correspondent à mes discours, que c'est difficile. Mais oui, c'est difficile, Samantha. Je sais à quel point c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire c'est finger in the nose, tranquille. Non, non, c'est un vrai chemin, c'est un vrai engagement. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile d'avancer petit pas par petit pas vers une meilleure version de vous-même, vers une vie de famille plus épanouie pour vous, pour votre enfant, ou est-ce que c'est plus difficile de rester la tête dans vos difficultés, dans vos mêmes mécanismes, dans vos mêmes stratégies, et de tourner en rond comme ça dans vos difficultés? Moi, j'ai la réponse. Je sais que Bertrand a la réponse, je sais que Sophie a la réponse, je sais que plein de familles ont la réponse. C'est moins fatigant, c'est moins difficile. Ce qui est difficile, c'est d'essayer de faire tout seul. Ah oui, ça c'est difficile, vraiment. Et encore une fois, ne cherchez pas à faire des bonds de kangourou. Cherchez le premier petit pas, un pas après l'autre. OK ? Oui, Emmanuel, comment ne pas rester seul face à un enfant à haut potentiel, demande Elisabeth. En participant aux portes ouvertes de l'Académie des parents inspirants, en venant mardi, participer au prochain live. En venant jeudi, participer à la prochaine rencontre inspirante où là, vraiment, c'est des temps d'échange et des temps de parole pour vous. Je parle beaucoup moins. Je parle un peu parce que je suis pipelette, mais je parle beaucoup moins. L'idée, c'est vraiment d'être plus dans des échanges avec vous. C'est de rejoindre une communauté de parents qui vivent la même chose que vous. OK? Emmanuel, je te donne la parole. Allez, je sens que tu as plein de choses à nous partager. Si c'est OK pour toi, si ça te met mal à l'aise, dis-moi non merci. C'est OK pour toi ou pas? Oui, oui, c'est OK. OK. Non, en fait, les erreurs en fait, que tu évoques là, j'ai l'impression, je les ai toutes faites et je pense que j'en ai conscience depuis un certain temps et je travaille dessus depuis un certain temps. Ce que je trouve difficile, c'est que donc j'essaye de prendre de la distance par rapport à la pression que je peux mettre à mon fils. J'essaye, le perfectionnisme, je sais que ça fait partie de mes bons fonctionnements, donc je travaille dessus autant pour moi que pour, parce que sinon c'est invivable. Mais après, oui, ce que je trouve difficile, c'est du coup, on essaye de faire ses pas de côté. Mais en effet, moi, du coup, là, ça fait plusieurs années et ça se complique, notamment la scolarité. Je pense qu'en effet, c'est d'un des points. Et le truc, c'est que c'est difficile des deux côtés, à la fois à la maison et à la scolarité. Et la scolarité, c'est quand même, ça devient, après 3 années de collège qui sont en dents de scie totale, il rentre en troisième et du coup, forcément, il y a en effet, là, ce que tu dis, toutes les inquiétudes, elles sont là. Et pourtant, j'ai travaillé dessus parce que ça fait plusieurs années que c'est compliqué et que je me dis, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il aille mieux, mais il va pas vraiment beaucoup mieux. Et forcément, il y a les inquiétudes. Donc, je trouve que c'est ambivalent et après, je sais qu'il y a un travail sur moi qui est probablement le plus important à faire. Mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis encore en train de chercher 1000 choses parce que je me dis, on peut pas les laisser comme ça non plus. Donc, en effet, je pense que là, le questionnement que j'avais, et d'ailleurs, je me ramenais quelques années en arrière, pourquoi je me posais cette question de savoir s'il était au potentiel et que c'était reconnu par des psychologues, etc., c'est aussi parce que la scolarité peut être compliquée et du coup, qu'est-ce qui est le plus adapté, par exemple, en scolarité ? Et comme c'est pas reconnu en tant que tel, ça veut dire que il est dans le système plus ou moins classique avec ce qu'on essaye de faire, mais c'est clairement pas, ça fonctionne pas. Donc en fait, il y a ça, et il y a ce risque d'épuisement. Pareil, je sais très bien que je suis toujours à la limite et qu'il faut faire attention. Mais en même temps, il y a un besoin énorme parce que la situation est compliquée, quoi. Donc, je trouve que c'est des erreurs et en même temps, c'est des équilibres très, très difficiles à trouver parce qu'il y a besoin d'un investissement très important. Oui, je suis d'accord avec toi. Les nuances que je vais mettre dans ton discours, c'est
tu m'as dit, il rentre en troisième, il commence à avoir une sacrée part de responsabilité dans sa scolarité. Donc, tu vois, on parlait tout à l'heure de non, tu n'es pas responsable entièrement de son bien-être dans sa scolarité. Il est à un âge, c'est déjà le cas plus tôt, hein, mais encore plus, il est à un âge où c'est encore plus possible de le responsabiliser. Après, j'entends, je cherche plein de choses, comment je peux l'aider, comment... Et si c'était juste changer de lunettes? Et si c'était juste changer de regard sur les situations actuelles? Et si c'était juste apprendre à regarder autrement et à vivre autrement les situations? Tu vois, des fois, on a la sensation qu'on aurait besoin de tout changer, de tout modifier, dans l'espoir que les choses correspondent davantage à ce qu'on aimerait, alors que parfois, il suffit juste de switcher, il suffit juste de changer de regard. Non, après, je pense que dans la réponse, là, je rebondis. C'est vrai que je pense que ce qui est difficile et peut-être le point sur lequel je dois changer de regard, c'est que la situation familiale, voilà, avec son père, etc., il y a différentes choses qui sont, bref, compliquées. Et du coup, je sais que ça qui a un impact très, très important. Et du coup, voilà, et je pense que c'est là-dessus que je me dis, là-dessus, il n'est pas responsable. Et du coup, mais le truc, c'est qu'on met beaucoup d'excuses ou de choses là-dessus, en fait, c'est sur ces situations complexes. Donc, je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est de trouver quand même la bonne distance en essayant, voilà, qu'il y ait une meilleure harmonie familiale ou que, voilà, qu'il y ait quand même un meilleur équilibre, mais c'est vrai qu'il y a une part qui doit lui revenir. Mais c'est vrai que, voilà, sur des situations, ouais, je trouve ça difficile, quoi, de changer de lunettes, quoi, aussi, hein, du coup, parce que enfin, voilà, c'est ce qu'on dit, on est nous-mêmes émotionnellement très affectés, quoi, du coup. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais vraiment, je pense que c'est une des clés de changer de regard. Et puis, je vais prendre le témoignage soit de Sophie, soit de Bertrand, lequel des deux, s'il y en a un des deux qui veut partager son expérience sur le changement de regard et sur comment est-ce que ça a influé sur vos vies de famille, justement, d'arriver à changer de regard sur des comportements, sur des situations qui vous paraissaient très importantes et qui ont tout d'un coup pris moins d'importance en changeant de regard. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi me dire non, pas ce coup-là, c'est vrai, le Joker. Mais en tout cas, tu vois, quand j'entends dans ce que tu dis, il y a des trucs sur lesquels il n'est pas responsable. La question là directe que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce que tu vas faire, toi comme parent, pour lui permettre de développer cette compétence-là? En fait, c'est ça, tu vois. C'est vraiment, j'observe qu'il lui manque telle ou telle compétence. Des fois, c'est la motivation. Des fois, ça peut être tout un tas de choses, hein. J'en ai cité quelques-unes, c'est les plus fréquentes, mais il y en a d'autres. Cette compétence-là, j'observe qu'il ne l'a pas et voilà ce que ça entraîne comme situation. Qu'est-ce que moi, comme parent, je suis en capacité de faire qui va respecter mes besoins? Je te vois, Emmanuel, qui va aussi respecter mes besoins, qui ne va pas faire que je vais me griller dans les 15 jours qui viennent et qui va, lui permettre de faire une nouvelle expérience de vie qui va l'amener à être plus responsable. Tu vois, le chemin, finalement, c'est celui-là. Ce n'est pas un chemin... oui, c'est un chemin de développement personnel d'être un parent d'enfant au potentiel. Je dis souvent que c'est une belle opportunité de développement personnel, mais ce n'est pas forcément je dois changer qui je suis. C'est juste considérer différemment les expériences. Bertrand, tu avais levé la main? Oui, changement de regard. Est-ce que la situation de Martin à l'école et le fait de notre changement de regard, est-ce que ça rentre en compte dans la discussion ou pas? Mais oui, bien sûr. C'est ça, c'était ce que je pensais. L'erreur que nous, on a fait, c'était pousser Martin à la réussite scolaire et, comment dire, tout faire pour se plier à ce que les adultes attendaient de lui, lui demandaient ou tout ça. Et on allait droit dans le mur. On est allé droit dans le mur parce que il était super stressé parce que si à l'école il faisait quelque chose qui n'allait pas, il allait se faire discuter par les instits qui, eux, bien sûr, vont nous contacter en disant « Ah, Martin, aujourd'hui, il a fait ci, il a fait ça. » Et quand il va rentrer à la maison, bam, on va lui remettre une couche que « Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire ?»
Et c'est vrai que quand on a pris une distance sur ce qui se passait à l'école en lui disant que essaye de faire ton maximum à l'école pour avoir un minimum de problèmes ou de conflits ou quoi que ce soit. Mais si c'est une mauvaise journée, bah tant pis. C'est OK. En attendant, tu viens à la maison, on continue à jouer ensemble, on peut jouer ensemble à la PlayStation et tout. Et une chose qu'on essaye souvent de lui dire, et je pense que Séverine, tu vas bien aimer ça, c'est que même s'il échoue à l'école, on l'aime quand même. Et ça, on a remarqué quand on lui a répété ça, mais on s'en fout un peu si tu as une mauvaise journée à l'école, nous, on t'aime. Ça n'a pas été une bonne journée, moi non plus aujourd'hui à l'école, pourtant je pense que ta mère elle m'aime, toi je pense que tu m'aimes quand même. Et puis voilà, nous on a pris beaucoup de recul face à la vie à l'école et ça l'a énormément apaisé. C'est ça, et puis ça a été aussi toute cette réflexion pour Martin, entre autres, puisqu'on parle de Martin, de comment on peut le responsabiliser sur ce qu'il vit à l'école. Ouais. Ta journée, elle a été pourrie, ok, est-ce que demain, tu adoptes les mêmes comportements ou est-ce que tu continues de faire pareil? Ah, bah, peut-être je vais continuer de faire pareil, très bien, donc demain, ta journée sera pourrie, c'est ok. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre dans ta journée d'école? Si tu as envie qu'à l'école, ce soit plus sympa, si tu as envie que les adultes t'écoutent plus, prennent plus soin de toi, à ton avis, c'est quoi que tu pourrais faire autrement? C'est vraiment, nous, comme parents, nous entraîner à changer de regard, puis c'est aussi entraîner nos enfants à changer de regard sur ce qu'ils vivent, les enfants au potentiel qui sont en difficulté, même dans nos vies de famille, même sans parler du cadre scolaire, ils ont des petites tendances à la victimisation quand même. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, c'est les autres qui me comprennent pas, etc., etc., etc. Ça permet de botter en touche, ça permet d'éviter de prendre ses responsabilités, ça permet tout un tas de trucs qui, quand on est jeune, on a la sensation que ça n'a pas vraiment d'importance, mais en vrai, ça construit des caractères d'adultes qui vont continuer à se trouver des excuses toute leur vie pour ne pas agir. Donc l'idée, c'est moi comme parent, si je ne veux pas rentrer dans cette victimisation, c'est quoi le discours que je vais tenir? Je prends cet exemple parfois d'un enfant qui a été collé, qui rentre, qui s'attend à ce que ses parents en rajoutent une couche parce qu'ils vont être déçus. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, quand vous étiez puni, ce qui vous blessait le plus, c'était pas d'être puni, c'était de décevoir vos parents. C'est toujours ça qui blesse, qui fait peur. Et quand ils rentrent à la maison et qu'on leur dit, bah ouais, t'es collé, c'est moche, quoi. Au lieu d'aller jouer 1 heure au foot tel soir, bah, tu iras 1 heure de plus en études, c'est moche. Mais en vrai, ça m'est égal. C'est ta vie à toi. Si toi, tu préfères rester 1 heure de plus en études, bah, je change rien, quoi. Si ça te gonfle de rester 1 heure en études, viens, on discute de comment tu pourrais faire autrement. Et puis, on teste des trucs, on essaye, on s'entraîne. Dans l'académie, parfois, on parle de jeux de rôle, on parle parfois de comment est-ce qu'on peut entraîner concrètement nos enfants à adopter des nouveaux comportements. Et puis après, on voit ce qu'ils gardent et ce qu'ils ne gardent pas. Mais ça, c'est vraiment important, d'autant que les enfants au potentiel, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, c'est tout pareil, ils ont particulièrement besoin d'avoir du pouvoir sur leur vie, de sentir qu'ils décident des choses de leur vie. Donc, le côté les responsabiliser avec bienveillance, tout en maintenant notre job de parents, je sais que c'est une équation compliquée, mais c'est un chemin sur lequel on avance petit pas par petit pas et qui est réellement efficace avec les enfants au potentiel, parce qu'ils se sentent considérés, parce qu'ils se sentent respectés, parce qu'ils ont l'attention dont ils ont besoin. On va se parler mardi des différents besoins spécifiques aux enfants au potentiel, et pourquoi nous, comme parents, quand on n'a pas pris conscience de ça, ça peut nous mettre un petit peu en difficulté. Mais c'est vraiment... c'est de l'expérience à vivre, en fait. Et encore une fois, ce n'est pas un chemin de développement personnel où je vais essayer, moi, de me changer. Surtout, ne changez pas. Je ne veux pas que vous changiez. Vous êtes déjà parfait comme vous êtes. Comment vous pouvez optimiser ça? Ou c'est quoi votre prochain petit pas? Pour voir une autre facette de vous, pour vous découvrir autrement, pour sortir de trucs que vous avez l'habitude de faire. C'est quoi votre prochaine expérience? C'est pas il faut que je change. Non, personne ne change. Vous connaissez des gens qui changent, vous?
J'en connais pas. Et pourtant, j'en côtoie qui ont fait des années de développement personnel. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé, si, l'image d'eux-mêmes, mais concrètement dans leur comportement, ils n'ont pas changé grand-chose. L'idée, ce n'est pas de complètement changer. L'idée, c'est de se dire, avec ce que je suis aujourd'hui, comment je peux faire mieux? Vous êtes là, vous avez pris le temps de venir écouter cette micro-classe, vous suivez les portes ouvertes de manière assidue. Il y a plus de 6000 parents qui suivent les portes ouvertes cette année, qui ouvrent les messages tous les jours et qui, certes, ne sont pas là au live, mais qui regardent les replays, qui lisent les messages, etc. Toutes ces personnes-là, vous êtes déjà des bons parents. Moi, j'ai accompagné dans mon job d'éducatrice, je le dis souvent, j'ai accompagné des parents en difficulté sociale avec des enfants qui étaient placés, etc. Je vous jure, ils ne cherchaient pas de conseils et d'accompagnement. Ils étaient absolument convaincus de faire déjà exactement ce qu'il fallait faire. D'accord? Si vous êtes en train de suivre les portes ouvertes, si vous êtes en train de réfléchir, si vous êtes en train de vous mettre en mouvement, de vous mettre en chemin, vous êtes déjà des bons parents. Vous n'avez pas besoin de vous transformer pour devenir des bons parents. Vous avez besoin de croire plus en vos compétences, vous avez besoin de changer de regard sur certaines situations que vous vivez, puis vous avez besoin d'expérimenter autre chose. C'est une expérience d'être parent. Et on la vit avec beaucoup plus de légèreté quand on accepte l'expérience. Quand on accepte de dire, OK, là, j'ai tenu tel discours, ça a fait un flop complet. OK, c'est pas par là qu'il faut que je le prenne. Qu'est-ce que j'essaye d'autre demain? Ou la semaine prochaine, ou celle d'après, ou quand j'aurai à nouveau l'énergie. Puis avant d'aller tenir le discours, je vais vérifier que j'ai l'énergie suffisante. Et si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Je vais aller me regarder une série Netflix, puis je lui tiendrai le discours demain. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie pour et je ne me sacrifie pas. Je rebondis sur cette notion de sacrifice, Emmanuel, je te prends toi, mais ne t'inquiète pas, ça parle à plein de parents. Et il y a même des parents dans l'académie qui ont du mal à sortir de cette position-là, mais qui finissent par y arriver. Si on se sent le devoir de se sacrifier pour son enfant, c'est qu'on ne le pense pas suffisamment responsable de sa vie pour lui-même prendre les choses en main. Première chose. Deuxième chose, on lui enlève ce pouvoir-là. On vient prendre toute la place et on lui enlève le pouvoir d'expérimenter des choses, parce que lui aussi, c'est en expérimentant des choses qu'il va développer des compétences. C'est en expérimentant des choses qu'il va se construire son image de lui-même. Je vous prends un exemple très personnel, parce qu'il n'y a pas de raison que vous me confiez des trucs et que moi, je vous confie rien. Ce week-end, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'étais en championnat régional de tir à l'arc pour mon fils, qui, depuis 15 jours, était malade à l'idée d'aller faire ce concours et qui, donc, la première mi-temps des tirs, c'est intense, le tir à l'arc, je crois qu'il a tiré 120 flèches en tout dans la journée, donc vous imaginez la taille du truc, c'est assez énorme. Et la première mi-temps, il s'est vautré. En tout cas, il n'a pas tiré à son niveau, d'accord ? Donc, je suis nulle, je vais arrêter, ça ne sert à rien, patati, patati, patata. J'ai deux choix comme parent à ce moment-là. Mon pauvre chéri, t'as raison, c'est trop difficile. Bah ouais, en plus, il fait 36 degrés, c'est normal que tu sois en galère, etc., etc. J'ai le choix de ce discours-là. Je me sens responsable de son mal-être et donc je me sens responsable de devoir apaiser ce mal-être. Donc, je vais aller chercher viens, on va manger une glace, on va faire ci, on va faire ça, je vais détourner l'attention. Mon intention à ce moment-là, si je choisis d'avoir ce discours, c'est d'apaiser son mal-être parce que je me sens responsable de son bien-être ou de son mal-être. Il y a un autre choix de discours, c'est « Ok, tu as foiré ta première mi-temps, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ?» Toi, là, tu as deux choix. Tu peux soit t'effondrer, soit aller te mettre la tête sous l'eau, boire un coup, changer de pensée, redémarrer la deuxième mi-temps comme si c'était un nouveau concours, puis voir ce que ça donne. Tu fais quoi? Moi, ça m'est égal le choix que tu fais. Comment tu vas te sentir si tu abandonnes? Si tu imagines que tu abandonnes, tu vas te sentir comment? Je ne vais pas être fière de moi, je vais avoir honte. Ok. Comment tu vas te sentir si tu rebondis? Mais j'ai quand même peur de louper. Très bien, mais en dehors de la peur de louper, si tu rebondis, comment tu vas te sentir? Quand même un peu mieux. Moi, émotionnellement, je ne suis pas impliquée là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses le choix qui est le mieux pour toi. Ok? Résultat, il a réussi à rebondir. Je ne vais pas vous dire que je n'étais pas fière parce que franchement, il était bas et pour arriver à rebondir, il a dû aller puiser dans des ressources qu'il ne soupçonnait pas et que je ne soupçonnais pas.
Au final, il fait 4e régional. D'accord? Donc, on n'est pas si mal. Voilà. Et puis surtout, au final, quand on rentre, tout le long du retour, on se parle de qu'est-ce qu'il a appris de lui-même. Ah, bah, j'ai appris que même quand c'est galère, je suis capable de rebondir. Je ne savais pas que j'avais cette force-là en moi pour rebondir. Bah, dis donc, je n'aurais pas imaginé. Je pense moi, j'avais l'impression que j'étais juste capable de m'effondrer. Et puis, bah, j'ai appris que ce n'est pas parce que je ne suis pas sur le podium que je ne suis pas un bon archer. Parce que bien sûr, j'ai été premier toute la saison, donc tout d'un coup, je suis 4e, c'est panique à bord. Bah non, finalement, je regarde ma vie, il n'y a rien qu'à changer. Et puis, j'ai un nouvel objectif pour l'année prochaine, c'est de faire un podium régional. Mais c'est parce que je l'ai laissé responsable de son choix que ce chemin-là, il est possible. Si j'avais pris la responsabilité de son choix et que j'avais décidé qu'il arrête ou qu'il continue, que je m'étais sentie responsable de son bien-être ou de son mal-être, il n'aurait rien appris de cette expérience. Vous comprenez le cheminement? Donc, c'est vraiment ce truc de quel discours est-ce que je suis... Et j'étais en forme, donc j'ai été capable de tenir ce discours. Si ça avait été un lendemain de migraine, par exemple, pas gagné que je tienne ce discours et pas gagné que je lui dise pas, écoute, choisis, mais là, moi, je suis crevée, donc soit tu continues, soit on rentre. On était à 300 bornes, mais quand même. C'est dépendant aussi de comment je me sens moi. Et les deux sont OK. Ça aurait été OK que je sois un lendemain de migraine et que je n'ai pas d'énergie d'aller argumenter, d'aller l'aider à réfléchir, d'aller le faire raisonner pour qu'il puisse trouver la solution qui était la meilleure pour lui. Ça aurait été OK. Et je lui aurais verbalisé, je lui aurais dit, je ne suis pas capable là, de te porter psychiquement, donc prends ta décision. C'est pas grave, j'aurais été capable une autre fois. OK, donc c'est vraiment, rappelez-vous, ce 70-30, n'essayez pas de le faire 100% du temps. Il y a 30% du temps où vous n'êtes pas capable de le faire et c'est OK. D'accord? Donc, sur les résultats attendus, Emmanuel, c'est vraiment ça. C'est d'abord revoir mes attentes. Hein. C'est quoi mes attentes dans ce cadre-là? Et puis, comment je peux lui laisser le pouvoir sur sa vie? Ok, je vois que Bertrand vous a partagé le lien vers l'académie et le groupe Telegram dans lequel on se rejoint tous les jeudis. Je te remercie, Bertrand. Je vais bien entendu vous en reparler dimanche et puis peut-être même un petit peu avant. Si vous êtes en train de suivre les portes ouvertes et que vous vous dites, mais moi, je ne veux pas que ça s'arrête, cette histoire-là. Je veux continuer à discuter, à échanger, à partager. Bien entendu que je vais vous faire une proposition dès la semaine prochaine. Donc, vous pouvez aller regarder le lien que Bertrand vous a mis. Mais les modalités seront différentes parce qu'une fois par an, les modalités sont différentes. Donc, allez vous informer, allez regarder, mais ne souscrivez pas maintenant. Je vous proposerai quelque chose avec des bonus, avec des trucs un peu plus fun pour fêter les portes ouvertes. OK ? D'autres réactions sur ces erreurs et sur ce qu'on est en train de se dire là ? Si vous ne souhaitez pas allumer vos caméras et que vous voulez réagir juste à l'oral, lancez-vous. Elisabeth, Caroline, Nadège, Joël, Agnès, Céline, Muriel, Maud, Émilie. Non? Pas de réaction là-dessus? Emmanuel non plus? C'est OK pour toi? Super. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de réaction là-dessus, c'est tout pour moi aussi pour ce soir. Je vous laisse faire infuser tout ça. Je vous laisse regarder comment ça résonne pour vous, encore une fois. Mon intérêt, mon objectif n'est jamais de vous faire du Séverine. D'accord? Si je peux vous inspirer, croyez bien que j'en suis ravie, croyez bien que je suis très fière de ça. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver votre manière à vous de fonctionner, qui vous épanouisse et qui favorise l'épanouissement de votre enfant. Et j'espère que les portes ouvertes contribuent à planter des petites graines sur votre chemin, contribuent à vous donner des pistes de réflexion. OK? Je vous embrasse, on se retrouve mardi. Je compte sur vous, mardi. 3e live où on se parlera cette fois des besoins spécifiques des enfants à haut potentiel. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les enfants qui est vraiment important. Merci à vous, merci Emmanuel, merci Elisabeth, merci Virginie. Madeleine, vous venez de nous rejoindre, on a fini, il y aura le replay demain.
Demain, dans votre mail, vous pourrez retrouver le lien vers le replay. Et comme je vous l'ai dit, il sera disponible jusqu'au 17 juillet. Vous pouvez l'écouter depuis la plage, à la piscine, en maillot de bain, avec un burrito, avec ce que vous voulez. Et puis, si vous travaillez, peut-être sur le chemin, sur la route du travail, j'ai pas mal de parents qui écoutent les replays plutôt que de les regarder. Donc, n'hésitez pas. Vous lancez la vidéo et puis comme ça en plus, c'est un peu plus positif que ce qu'on entend à la radio en ce moment, donc ça nous fait du bien. Merci tout le monde, je vous embrasse. Belle fin de soirée et puis à mardi. Bye bye.